avec une entraide mondiale. Alors voilà, on a posé les bases du débat et nous allons arriver maintenant au cœur de la thématique propre à cette émission avec une première question. Comment anticiper les crises? Illustration avec ces initiatives, elles se passent au Tchad. Dans certaines régions de ce pays africain, il y a d'énormes tensions entre d'un côté agriculteurs sédentaires et de l'autre éleveurs nomades. Mais certains travaillent aujourd'hui à des solutions pour permettre aux deux populations de vivre en bonne intelligence. C'est le dossier d'Écran Vert. Il est signé Nadia Gillet, Sophie Thomas-Gérard, Marina Poc et David Alexandre. Le Tchad, pays enclavé d'Afrique centrale. 10 millions d'habitants sur un territoire 2 fois plus grand que la France. Nous sommes à N'Djamena, la capitale où se mélangent toutes les ethnies. Plus de 100 dialectes sont parlés dans ce pays, composé de 50% de musulmans, 25% de chrétiens et 10% d'animistes. Le pays est régulièrement secoué par des rébellions, entretenant une grande insécurité le long de la frontière avec le Darfour. De manière récurrente, des conflits existent aussi localement, autour de l'exploitation des terres et des points d'eau. Ils opposent les éleveurs transhumants en provenance du Sahel tchadien aux agriculteurs sédentaires des régions soudaniennes. Le Tchad possède le plus grand cheptel d'Afrique et l'agriculture fait vivre 80% de la population, représente 20% du produit intérieur brut et 40% des exportations de ce pays classé PMA, pays les moins avancés. Direction la campagne, au centre du pays, plus précisément à Mongo. Amin Moussa Ibedou est chef de canton. Il représente les agriculteurs sédentaires depuis à peine un an. Son rôle est primordial, faciliter les relations entre agriculteurs et éleveurs. Très impliqué dans ses nouvelles fonctions, il entend tout mettre en œuvre pour pacifier la situation et prévenir les conflits. En fait, moi, je comprends par éleveur-agriculteur, c'est des entités liées fortement, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. La première relation qui existe, c'est qu'effectivement, c'est des entités, comme je l'ai dit, des communautés liées intimement à vivre ensemble. Les gens, quelquefois, il y a des affrontements et quelquefois, il n'y a pas aussi d'affrontements. Et ce qui fait qu'il y ait affrontement, c'était quoi? C'est la malcompréhension. Les gens, ils n'arrivent pas à se comprendre, comme je l'ai dit, les mentalités ont changé et les gens toujours, quelqu'un qui n'a même pas raison, il cherche à se justifier, à donner raison à celui-ci, à avoir toujours raison. Donc ces phénomènes-là conduisent directement les gens à des phénomènes qui ne puissent pas vraiment permettre un terrain de compréhension à une dimension vraiment très, très entendue. 6 heures du matin, un campement s'apprête à partir. Khalil Hamid est un éleveur transhumant, comme 90% des éleveurs au Tchad. Il est le chef du campement, l'équivalent d'un chef de village. Chaque année, il transhume avec femmes, enfants et troupeaux du nord vers le sud, à la fin de la saison des pluies aux alentours de novembre, à la recherche des ressources nécessaires en eau et en pâturage. Un itinéraire de plus de 1500 km sous l'œil inquiet et vigilant des agriculteurs. Car depuis l'indépendance en 1960, l'insécurité est croissante et les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont de plus en plus fréquents et meurtriers. L'accroissement démographique et les sécheresses successives y sont pour beaucoup. Les agriculteurs augmentent les surfaces cultivées et empêchent les éleveurs de transhumer. Khalil subit difficilement cette cohabitation. Avant, les agriculteurs cultivaient à côté de la ville. Mais maintenant, ils ont étendu leurs champs jusqu'à 10-15 km. Ils empiètent sur nos aires de stationnement. Il n'y a pas de solution. On a peur, car le problème augmente de jour en jour. Le fait que les agriculteurs empiètent là où nous pâturons, cela crée des griefs entre nous. Et comme l'État les aide, cela ne va pas s'arrêter là. Les périodes de sécheresse de ces dernières années poussent également les éleveurs plutôt vers le sud, alors que les récoltes ne sont pas effectuées. Conséquence, les troupeaux des éleveurs piétinent les champs des agriculteurs.
Oumar Zakaria, agriculteur, chef du village Baldjé, est exaspéré. Il réclame une intervention des autorités. On voudrait que tout soit comme avant, au temps de nos parents, de nos grands-parents. Parce qu'en ce temps-là, ils récoltaient leurs champs et ils mettaient leurs milles dans leur grenier avant que les éleveurs ne reviennent. Là, il y avait une cohésion sociale parfaite, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui. Le seul problème, c'est ça, c'est le problème des animaux et le problème des champs. Si on a récolté avant qu'ils arrivent, on est tous des Tchadiens. On peut vivre ensemble sans problème. Donc ce que l'on veut, c'est que l'État trouve une solution. Il faut que les éleveurs soient retenus un peu plus au nord le temps que l'on récolte nos champs. Puis ils peuvent venir. Il n'y a pas de problème. On est tous des parents. On est tous des Tchadiens. Déjà dans les années 60, le gouvernement tchadien, avec l'appui des financements étrangers, avait tenté d'intervenir. À Ifénat, on avait mis en place un système d'élevage intensif, autour de grands forages mécanisés type ranch américain, pour sédentariser les éleveurs et pour alimenter en viande de bœuf le marché centrafricain. Aujourd'hui, cette zone de 35 000 hectares est à l'abandon, un échec total. Les projets visant à développer un élevage intensif ne fonctionnent pas dans un pays comme le Tchad. Les coûts de fonctionnement sont trop élevés pour l'État et la mobilité des troupeaux est essentielle pour échapper aux sécheresses chroniques. La transhumance fait partie de la culture traditionnelle du pays, une culture qui a fait ses preuves. Je n'ai aucune ambition pour le moment de me sédentariser parce que nos parents qui se sont sédentarisés ont rencontré des difficultés. Ils avaient moins d'animaux, ils n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins et de transporter des céréales. Apparemment, la transhumance est beaucoup plus productive. Elle couvre tous mes besoins. Et les gens disent que c'est plus facile d'être transhumant que sédentaire. 3 grandes zones de transhumance sont suivies par les éleveurs dans tout le pays, enclavées entre le Darfour, le Soudan, le Niger et la Libye. Aujourd'hui, il est urgent d'agir. La situation est parfois explosive et peut dégénérer très vite en conflit violent, faisant plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés. Sous l'autorité du ministère de la Défense, la garde nationale et nomade du Tchad essaie de séparer les protagonistes. Beaucoup de villageois et d'éleveurs sont armés. Des ONG et des organismes de développement internationaux aident le gouvernement tchadien à mettre en place des solutions qui responsabilisent les populations. Et donc, j'aurais aimé que l'État tchadien, et que ce soit même les ONG, que les gens mettent vraiment un accent particulier pour pouvoir décanter cette situation, pour qu'il n'y ait pas de problème entre éleveurs et agriculteurs. Parce que c'est la seule méthode qui puisse vraiment nous permettre de vivre en paix et puis de conduire notre économie d'une façon normale et légale. Parce que s'il y a la paix, tout peut se développer. Première collaboration. Dans la région de Mongo, l'Agence française de développement finance le balisage des couloirs de transhumance, les mourales, qui permettront aux éleveurs de transhumer avec l'accord des agriculteurs. Mais avant tout accord, la palabre est de tradition. Il faut s'asseoir pour négocier. Les agriculteurs et les éleveurs doivent se concerter, s'entendre. Abdelatif Awad Fizani et Nodjindang Tokindang, dit Tommy, les opérateurs du projet Almi Alafia, de l'eau pour la paix, sont toujours présents lors de ces réunions. Ils travaillent avec Serge Aubag pour l'IRAM, l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement, qui assure la mise en œuvre du projet. Leur mission, la sécurisation des couloirs de transhumance. Aujourd'hui, les négociations sont particulièrement calmes. La présence de la caméra y est peut-être pour beaucoup. Nous sommes là pour savoir où est le problème. Voilà le représentant du chef de canton. Voilà. Le représentant des éleveurs également va poser sa ceinture sur les engagements qu'il a pris au nom des éleveurs. On vient comme ça dans les villages
aider les transhumants à discuter directement avec les villageois pour voir dans quelle mesure ils acceptent que les mourals soient réouverts. Ils s'entendent sur le fait qu'ils vont baliser le mural ou sur le fait qu'ils vont faire un point d'eau. Et après, on vient sur le site, on fait une matérialisation du site de façon à ce que les acquis qui ont été... Bon, qu'on puisse avoir une trace des choses qui ont été discutées au village, quoi. Il y a une grosse attente des deux côtés. Du côté des éleveurs, évidemment, c'est leur intérêt évident d'ouvrir les murals. Du côté des villageois, il y a tellement de conflits qu'aujourd'hui les gens veulent en effet que ça change, quoi. Je crois qu'on a en effet beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est au niveau des cultivateurs qu'il y a des résistances. Les gens, évidemment, doivent reculer leurs champs. C'est pas toujours facile. Ça veut dire que chacun doit faire un effort pour repositionner les champs au niveau des zones qui sont cultivables. Donc, c'est au chef de village, selon l'autorité qu'il a dans chaque village, qui pourra plus ou moins arriver à convaincre ses administrés. L'installation des piquets pour délimiter les murals est une première étape. Si le couloir s'avère respecté, 6 mois à 1 an après, des balises définitives en béton seront installées. Si ce n'est pas le cas, il faudra reprendre les discussions. Le lendemain, Serge doit intervenir à la demande d'un éleveur. Malgré le balisage, un agriculteur cultive sur un couloir de transhumance. Par rapport à ces champs. Bon, ils ont dit qu'ils vont arracher ça, mais nous, on a dit non. Comme vous avez cultivé, cette année vous récoltez et l'année prochaine, celui qui a cultivé, il prend sa responsabilité. Ils se sont engagés devant le sous-préfet et leur sultan que c'est la dernière année. Ils vont libérer les murals l'année prochaine. Les cultures ne sont pas arrachées. La promesse de ne pas recommencer suffira cette fois-ci. Le non-respect des règles existe également côté éleveur. Il n'est pas rare que certains animaux sortent des couloirs pour aller chercher de la nourriture dans les champs. Il dit non, il faut qu'on essaie de trouver un compromis à ces problèmes. Les éleveurs en ont assez souffert. Et nous, les agriculteurs, on en a aussi besoin de la paix. Parce qu'après tout, s'il y a problème, c'est nous les deux qui souffrons. Il dit à partir d'aujourd'hui, il n'est plus important de faire appel à la gendarmerie pour des cas de litige entre agriculteurs et éleveurs. Le système qu'on doit essayer de négocier, c'est quoi? C'est de pouvoir s'asseoir, de trouver un compromis à leurs problèmes. Dans les cas où ils n'arrivent pas, et que vraiment ça les dépasse, qu'ils renvoient l'affaire vers nous, on s'assera pour vraiment voir qui a tort et qui a raison, et effectivement compenser la partie perdante. Le problème éleveur-agriculteur ne doit pas être tranché à la gendarmerie, c'est un problème de chefferie traditionnelle. Côté transhumant, c'est la même volonté. On veut éviter de faire appel aux autorités pour régler un conflit, quel qu'il soit. Si un éleveur a un problème avec un agriculteur, il doit se rapprocher de cet agriculteur. S'il y a des dégâts, ils doivent les évaluer, négocier et l'éleveur doit payer. Si on va devant la justice, on nous demandera de payer en intégralité tout ce qui a été dévasté. Faire appel à la justice reste trop coûteux. Créer des alliances, s'arranger à l'amiable sont les solutions les plus courantes quand le conflit ne s'envenime pas. Après le balisage des couloirs de transhumance, deuxième étape du projet Almi Alafia, ralentir et retarder la descente des éleveurs transhumants vers le sud en installant des points d'eau le long de ces couloirs. Un projet qui porte d'ailleurs bien son nom, de l'eau pour la paix. Les éleveurs et leurs bêtes pouvant s'approvisionner, ils sont moins pressés de quitter les zones sèches et d'arriver trop tôt dans les zones cultivées. Hervé Kahn, chargé du suivi du projet de l'AFD, s'assure du bon déroulement des opérations sur le terrain. Avec Aquan Zirigno du secrétariat d'État à l'environnement chargé de l'hydraulique et Tommy, il contrôle le fonctionnement des points d'eau. Et comme chaque année à la même époque, il retrouve le campement de Khalil. Le principe de base sur ce type de projet, c'est qu'on ne fait pas des investissements directement comme ça. Tout l'objectif, tout l'esprit du projet, c'est justement la conciliation, la négociation, la concertation entre les différentes communautés, les éleveurs d'un côté, les agriculteurs, les autorités administratives, les autorités traditionnelles, chefs de village, chefs de canton. Et tout cela doivent discuter ensemble, s'accorder sur les emplacements, d'une part, et ensuite sur la gestion, qui va venir à quel moment, enfin que tout soit bien accepté. Si ce n'est pas fait, c'est au contraire renforcer les conflits et créer des heurts qui peuvent s'avérer sanglants.
Alors, on ne prend aucun risque. Les mares sont implantées loin des champs. Les éleveurs n'ont plus à s'approcher des villages pour trouver de l'eau. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les mares sont bien utilisées, quoi. Il y a toutes sortes de bétail là. Toutes les espèces confondues. L'avantage est de maintenir un peu les gens, parce que vous avez vu un peu plus loin, il y avait des champs encore qui ont des plantes. Et ça permet de les maintenir un peu à l'écart même des habitations qui sont un peu plus loin d'ici, et des champs également. Alors on prévient les conflits en limitant la descente. Voilà, L'implantation des points d'eau, ça nous a un peu aidés. On est content, on a tout ce que l'on veut, même si on n'a pas assisté à toutes les réunions de concertation du projet. Cela a un peu résolu les problèmes que l'on a avec les agriculteurs. On a dénombré tout à l'heure une dizaine de groupes d'éleveurs distincts. On voit qu'il y a une gestion tout à fait harmonieuse et sereine de l'espace. S'il n'y avait pas la mare, tous ces gens-là seraient déjà sur Mongo, plus bas, sur des espaces cultivés, et il y aurait sans doute des conflits plus évidents. Donc oui, pour moi, c'est une réussite. En fait, les couloirs de transhumance, l'eau autour de ces couloirs de transhumance-là, en bref, moi je trouve qu'effectivement, ces systèmes pouvaient très bien non seulement résoudre les problèmes des nomades, mais ça résout aussi le problème des sédentaires. Mais je crois que c'est vraiment une solution qui puisse vraiment permettre aux deux de respirer et d'être plus à l'aise et maintenir leur contact et de maintenir surtout leurs liens ancestraux. Hervé continue son inspection. Toutes les mares ne sont pas dans le même état. Après quelques heures de route, c'est la désolation. La mare est sèche. C'est la première qu'on voit là qui est asséchée. L'an dernier, elle était, à la même époque, elle était remplie. Est-ce que vous avez une explication sur ce phénomène? Peut-être au niveau de cette région, de cette zone, il n'y a pas eu assez de pluviométrie et que l'écoulement n'a pas été fait. Or, une mare, ça ne se remplit que sur des écoulements. Donc, je peux expliquer techniquement comme ça. S'il y a un peu de friction dans la zone, c'est à cause de cette mare qui n'est pas aussi remplie. D'accord. Il ne faudrait pas qu'il y en ait plusieurs comme ça. Vu les effets que ça a au plan social, après, les reports sur d'autres mares, donc ça va accroître les tensions par ailleurs. Ça va peut-être accélérer la descente. Parce qu'ils n'ont pas d'eau ici, donc vite ils vont aller plus bas. Et bon, c'est pas forcément un bon point, quoi. Si cette situation ne s'améliore pas, les discussions seront reprises pour définir un nouvel emplacement. À Bokoro, au nord-ouest de Mongo, la situation est encore différente. Ici, c'est l'intervention d'une ONG, le Secours catholique et développement, qui a fait accepter les éleveurs par les agriculteurs. Ceux-ci ne voulaient plus des transhumants à proximité de leur village. Ils veulent faire paître leurs animaux dans les champs. C'est comme ça qu'il y a des problèmes dans le département voisin. Il y a même des morts. Mais ici, on a rencontré les transhumants, on s'est expliqué, on a défini des accords. Les transhumants doivent respecter les agriculteurs et les agriculteurs doivent aussi les respecter. Maintenant, on mange ensemble, on vit ensemble, il n'y a pas de problème. Les gens s'en tiennent à ces accords. Katir Néné est le coordinateur local du Secours catholique et développement. Avec son équipe, il a réussi à créer des alliances pour renouer le dialogue entre cultivateurs et éleveurs. Aujourd'hui, ils s'entendent notamment sur la date des récoltes. Avec le rapprochement que les agents de développement ont fait, avec la sensibilisation aussi des autorités locales, on considère qu'ils sont tous des frères.
il n'y a plus question de se venger, se battre avec des couteaux, de feu, n'existe pratiquement pas. Nous avons commencé à faire un développement intégré. Intégré, c'est-à-dire qui tient compte des aspirations de ces populations. On discute, ils posent les besoins, nous les transformons en projets et nous ne faisons que les appuyer. L'ONG s'est également investie dans la réalisation d'un puits à proximité d'un village. Agriculteurs et éleveurs participent chacun au financement de l'entretien selon une répartition définie lors des palabres. Ils ont des problèmes d'eau pour approvisionner leurs animaux. Ils sont partis, ils ont adressé une demande aux eaux de CECADEF. Et nous avons incorporé dans notre projet, le projet triennal. La demande, c'était d'avoir un puits pour approvisionner les animaux et en même temps pour eux-mêmes aussi consommer. Donc, et nous sommes venus ensemble, nous avons discuté ensemble, nous avons vu les modalités ensemble, nous avons vu est-ce que c'est possible de faire ce puits autour d'ici, est-ce qu'il n'y a pas de problème. Nous avons étudié tout le contour de cette question. Et nous nous sommes entendus. Le puits appartient au village, parce que c'est eux qui ont participé. Maintenant, les transhumants de passage, ils viennent, ils demandent. Bon, maintenant, c'est une entente entre eux. Ils s'entendent, voilà, tu as combien d'animaux, j'ai ton nombre d'animaux. Bon, vraiment, nous, on va te demander tel montant pour nous permettre d'avoir cet argent dans notre caisse, à la longue, entretenir ce puits. Ils viennent, ils se soumettent aux conditions de village. Aux conditions de village, parce qu'ils savent que c'est le puits du village. Pour tout au développement durable, il y ait la participation. Une participation financière et en même temps une participation physique de la population, des intéressés eux-mêmes. Pour l'instant, cette initiative porte ses fruits. Depuis la fin des travaux, il y a 2 ans, l'ONG a pu se désengager de Bokoro, laissant la gestion du puits aux populations. Et la paix se maintient. À 6 heures de route du puits villageois de Bokoro, les éleveurs se sont organisés seuls, sans encadrement extérieur, pour l'utilisation et l'entretien d'un puits qui était à l'abandon, le puits de Gardi. Tous s'activent méthodiquement selon des coutumes ancestrales, sous la direction d'un chef de puits qui orchestre la gestion de l'ouvrage. On a besoin d'hommes pour désensabler. On s'est organisé pour entretenir notre puits, pour dégager le sable à l'extérieur et à l'intérieur, pour avoir de l'eau propre. Quand on constate que le puits a besoin d'un entretien, on fait une petite cotisation auprès de tous les usagers. On se rassemble, on mange ensemble, on entretient notre puits avec nos propres moyens. Quelques éleveurs ont un droit foncier prioritaire sur ce puits, mais ils acceptent des éleveurs de passage selon un principe de réciprocité. Cela permet de compter les uns sur les autres pour être accueillis avec son troupeau en cas de besoin. Ce système traditionnel évite des conflits entre éleveurs pour le contrôle des points d'eau et cimente les liens sociaux. Autre terrain d'entente possible, le confiage, comme l'appellent les Tchadiens. Certains agriculteurs ont investi dans du bétail, mais pour le faire paître toute l'année, ils confient leurs bêtes à des éleveurs qui s'en occuperont moyennant une forme de troc. C'est un usage traditionnel qui avait disparu. Quand quelqu'un confie ses bœufs à un autre, on devient complètement parent, on devient complètement lié. Et effectivement, les rapports sont très bons. Et justement, c'est pour cette raison, que les gens confient leurs bœufs pour maintenir la stabilité, pour maintenir la cohésion sociale, pour aussi maintenir les liens du départ. Et ça confirme tout ça. Non seulement ça nous allège les travaux de l'élevage, mais plutôt ça permet aussi c'est encore un facteur très important et déterminant pour les enfants. Ça libère les enfants pour aller étudier, pour aller à l'école. Pour s'entendre et vivre en paix, les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces. Encore faut-il que chacun y participe.
Les projets de développement ne doivent leur succès qu'à l'implication des populations et au respect de leurs coutumes, sans négliger l'aide internationale et en particulier l'apport de la France qui, depuis 15 ans, s'investit dans des projets d'hydraulique pastorale. La prévention des conflits est indispensable. Le Darfour est à 250 km. Un conflit entre deux communautés qui s'opposaient pour les mêmes raisons qu'au Tchad s'est étendu au prix de milliers de morts et de réfugiés. C'est comme une étincelle. Si ça saute quelque part et qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'éteint, alors ça peut déborder et ça peut créer tout un tas de problèmes. Donc, moi je crois que partout, comme les éleveurs sont importants et les agriculteurs sont importants et que l'économie du pays repose sur les deux, à mon avis, vraiment il faut une vision particulière. Il faut vraiment un engagement résolu pour que ces problèmes trouvent vraiment sa solution plus pacifique et surtout qu'on incite les deux acteurs à s'asseoir, à dialoguer et qu'ils sachent qu'on est condamné à vivre ensemble, à rester ensemble et à bâtir ces beaux pays-là. De retour sur le plateau.